moi je suis journaliste et comme ça a été présenté tout à l'heure, je suis censée être neutre, en tout cas je ne viens pas du monde de la recherche. Donc l'idée c'est que vous me fassiez aussi découvrir ce monde-là, puis que je comprenne et qu'on comprenne ensemble les relations qui lient, voilà, vos relations de partenariat. Et on va avoir l'occasion d'en parler donc, pour cette table ronde qui initialement était intitulée Migration et coopération, le tout au pluriel, l'autre versant de la transition, point d'interrogation. C'est beaucoup de mots en ion, mais on va creuser tout ça. Quand on entend le mot transition, c'est vrai que c'est un mot qui est un peu à la mode, en tout cas qu'on entend souvent. On peut avoir tendance à penser tout de suite climat, biodiversité, tourisme, mais en réalité, il y a plein d'autres sujets qui touchent à la transition. Et nous, en l'occurrence, au cours de cette table ronde, on va aborder l'angle des migrations et des coopérations. Et pour préciser un petit peu là où on veut en venir, c'est qu'en fait, on va s'intéresser à la dimension vraiment politique de la notion de transition, et en fait à la manière dont la recherche s'inscrit dans la politique et dans l'actualité plus largement. Donc pour en parler, on va s'appuyer sur deux projets qui sont les vôtres. Il y a le projet Disfrontal. C'est un projet qui vise à constituer une liste des personnes exilées qui ont perdu la vie en tentant de traverser les frontières alpines. Il y a donc une base de données qui est en train d'être constituée, qui est rendue publique, et pour deux objectifs, qui sera rendu public peut-être, n'hésitez pas à me corriger quand je dis des bêtises. Ok, donc qui sera rendu public un jour, très bien. Pour permettre à la fois de comprendre la complexité du système frontalier alpin, voilà, mais aussi pour mettre en lumière les conséquences du renforcement des contrôles aux frontières intérieures de l'Union européenne. Et donc pour en parler, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous, Cristina Del Biagio. Bonjour Cristina. Vous êtes donc géographe à l'Université Grenoble-Alpes et vous coordonnez le projet Disfrontal. Et à vos côtés, il y a Daphné Velay. Bonjour Daphné. Vous êtes doctorante en géographie au sein de l'association Tous Migrants, qui est une association, on reviendra dessus, mais pour le dire rapidement, qui œuvre en faveur de l'accueil des personnes exilées, et notamment sur le territoire briançonnais. Voilà pour le premier projet, mais on va pouvoir parler d'un deuxième projet. C'est une thèse qui est en cours, que vous êtes en train de préparer, Laurence Malaret. Bonjour Laurence. Bonjour. Donc c'est une thèse sur les coopérations entre montagne au pluriel et métropole, en tout cas la métropole de Grenoble. Et donc c'est une thèse qui vous amène à observer justement les relations de coopération entre cette métropole de Grenoble et les territoires de montagne environnants. Et pour ça, vous utilisez plusieurs prismes, donc à la fois l'analyse des institutions, de l'action collective, mais aussi tout le pan politique. Donc on va pouvoir en reparler. Et avec à vos côtés, il y a Alexandre Mignotte. Bonjour Alexandre. Vous êtes chargé de mission montagne à la métropole de Grenoble, donc Grenoble-Alpes Métropole, et vous êtes partenaire de la thèse que prépare Laurence. Voilà pour les présentations. On essaiera de garder un temps d'échange à la fin de ces discussions si vous avez des questions, des remarques. Voilà, n'hésitez pas à les noter ou à les garder en tête, c'est toute l'idée de ces rencontres. Donc voilà, vraiment, gardez-les dans un coin de la tête. Et pour commencer, je voulais peut-être qu'on démarre par une définition, parce que c'est important de savoir de quoi on parle et qu'on parle tous de la même chose. Et notamment, peut-être que Christina, vous allez pouvoir nous éclairer. Pourquoi est-ce qu'on parle des migrations au pluriel? Et quel est le lien de ces migrations avec cette notion de transition? Pourquoi au pluriel? Ça, tu peux m'aider. Migration au pluriel, je pense que c'est... Je ne sais pas, si moi j'ai mis migration plurielle, mais ça fait du sens de toute façon, parce qu'effectivement, il y a 1000 raisons pour partir, 1000 raisons d'être là où on se retrouve, 1000 raisons de choisir l'endroit où on a envie d'aller reconstruire une vie. Donc, il n'y a pas une migration, il y a différents types de migration. Et encore, en fait, je pense que je ne vais pas parler des mots qu'on utilise pour définir les personnes qui sont en mouvement, parce qu'il y a plein de pièges et plein de questions qui se posent, et ce n'est pas l'objet ici. Mais peut-être le lien avec les transitions, effectivement, ça paraît... je ne sais plus le titre, c'était... le titre initial, transition, l'autre version de la transition. Effectivement, c'est peut-être, comme vous l'avez dit, quelque chose à laquelle on ne pense pas directement quand on pense transition. Mais moi, derrière, je n'arrive pas à concevoir, et j'espère qu'autour de
dans ce groupe de personnes qui sont là, je n'arrive pas à concevoir des transitions vers une société qui est plus juste, sans penser aux injustices qui sont aussi non pas seulement environnementales, mais aussi sociales. Et donc, en fait, la question de la migration rentre là-dedans, parce que c'est une des plus grosses injustices qu'on puisse voir au monde aussi, et qu'il y a certaines personnes qui peuvent bouger librement dans le monde, et puis d'autres pour lesquelles le passage aux frontières est entravé. Et c'est sur ces personnes-là et sur cette fonction de la frontière qu'on travaille avec personnes. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand on cherche la définition de transition, on apprend que c'est un changement d'état. Et là, en l'occurrence, on parle de frontière, donc c'est un changement d'état au sens aussi littéral du terme. On passe d'un état à un autre, une nation à une autre. Ça, c'est plutôt une transition, on va dire, horizontale. Et en l'occurrence, Florence, moi, j'avais l'impression que vous travailliez sur quelque chose de plus vertical entre la métropole qu'on pourrait caricaturer un peu en fond de vallée et puis les territoires de montagne qui sont un peu plus en altitude. Est-ce qu'il y a des enjeux similaires entre ce que vient par exemple de développer Christina sur... voilà, justement, j'allais me mettre un petit peu en reflet en fait, par rapport à ce qu'elle vient de dire. Moi, du coup, c'est amusant cette comparaison horizontale, verticale, parce que moi, je ne la vois pas de manière verticale. En fait, la manière dont j'aborde le sujet, en tout cas, n'est pas une façon verticale de l'aborder. Et du coup, je ne mets pas forcément les montagnes et la métropole sur le même plan, mais la façon dont sont abordées les coopérations, avec un S, c'est un peu comme les transitions. On va dire qu'il y en a plusieurs. Il y a d'une part, il y a les coopérations qui vont être plutôt d'ordre, en tout cas, de la question de l'aptitude humaine. Et ensuite, il y a toutes les coopérations qu'on connaissait jusqu'ici, en fait, qui sont des coopérations plutôt territoriales, ou le mot qu'on connaît bien, en fait, interterritorial. Et justement, pour arriver à ce niveau, en fait, d'horizontalité, on va dire, nous, on a en tout cas voulu les aborder de manière horizontale. Voilà, en s'appuyant justement sur une analyse de l'action publique, mais pas forcément déconnectée en fait de l'action collective de l'autre, puisque l'action publique c'est aussi l'action collective. Donc voilà. Mais bon, les transitions en fait dans tout ça, c'est pareil, elles sont abordées sur un changement en fait, un changement comportemental, un changement de situation en fait dans les politiques publiques et dans l'action collective. Et donc il y a aussi un aspect politique et on va revenir dessus. Et je peux quand même aussi dire que les transitions, elles se font en montagne, on en entend beaucoup parler en montagne, parce que là on a un public d'avertis en montagne, mais on les a aussi énormément vues et observées dans la métropole pendant la thèse. Daphné, vous effectuez votre travail de recherche au sein d'une association. Ça peut être quelque chose qui surprend, c'est peut-être pas forcément le cadre dans lequel on imagine mener un travail universitaire quand on n'est pas initié, en tout cas, ce qui est mon cas. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler d'une part sur ce sujet et surtout au sein de l'association Tous Migrants? Je pense qu'on est en cycle aussi. Non, je ne suis pas en CIFRE. Ok. On en parlera peut-être. Okay. Moi, je suis en CIFRE, c'est un dispositif qui permet de financer des thèses en étant salarié d'une structure, donc en l'occurrence une association, genre cofinancement de médecins du monde aussi. Je suis arrivée d'abord au stage au sein de l'association Tous Migrants pour travailler spécifiquement sur les violences policières. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, après avoir eu ensuite la proposition de continuer en thèse, c'est qu'on, du coup, je suis arrivée en 2020, la possibilité d'affiner peu à peu le sujet, de vraiment essayer d'entrer de plus en plus en nuances et en complexité aussi. Je ne sais plus quelle est la question. C'était à la fois qu'est-ce qui vous a amené du coup à travailler sur ce sujet et aussi pourquoi au sein d'une association, pourquoi ce partenariat en fait. Okay. En fait, j'avais déjà un pied dans l'association, donc ça s'est fait comme ça et je ne voulais pas du tout forcément faire de thèse. C'est aussi comment la recherche s'impose à un moment parce que c'est aussi une manière de continuer justement à travailler sur un sujet qu'on a envie d'approfondir. Et le cadre en fait était déjà là. Et on avait aussi proposé à Médecins du Monde de participer.
D'accord. Et alors vous, Alexandre, vous êtes, alors même si c'est pas tout à fait le même dispositif, vous êtes un peu de l'autre côté du miroir. Après avoir été de l'autre côté aussi. Ça la boucle est Et on bouclée. n'était pas très loin quand on était du même côté. Et alors, quel est pour vous, de votre côté, l'intérêt de créer un partenariat avec une chercheuse, et même plus largement, est-ce que ce n'est qu'un apport théorique qui est attendu de ce travail de recherche, ou alors le travail de Laurence peut vraiment être apporté à l'action publique que vous menez au sein de la métropole? Oui, nécessairement. Sinon, on ne le ferait pas. Et puis, l'acteur public, comme n'importe quel autre acteur, n'a pas la science infuse, sans mauvais jeu de mots. Et compte tenu effectivement des enjeux qu'on a à appréhender ensemble, et qu'on soit en haut, qu'on soit en bas. Hein. D'ailleurs, effectivement, la métropole est davantage, juste une parenthèse, comme une machine urbaine dans la plaine, mais pour ceux qui ne le savent pas, la métropole, elle monte au sommet de Chêne-Chaude. Elle monte à une des tours des Deux Sœurs. Voilà, donc, voilà, on passe de 300 mètres à plus de 2000 mètres. Voilà, donc, elle n'est pas que urbaine et en bas et à plat, la métropole. Donc, mais c'est pas un plaidoyer, c'est juste pour dire aussi l'intérêt de ces travaux. Donc, j'en reviens à la question, c'est que le partenariat scientifique est indispensable, évidemment pour des apports théoriques, aussi parce qu'il nous permet de produire un temps de formalisation de pas de côté qu'on n'a pas le temps de faire. Quand on est la tête dans la machine publique, sous la dictature d'Outlook, etc. En fait, des coopérations territoriales, interterritoriales, la métropole en fait de différentes natures depuis toujours, d'une certaine manière. C'est monté en puissance, je dirais, depuis une quinzaine d'années, et surtout depuis le passage en métropole en 2015. Mais en même temps, on est un peu dans la caricature du système grenoblois qui s'applique aussi pour l'acteur public, c'est-à-dire que c'est cette espèce de petite machine ingénieriale, on fait, on produit, et puis on regarde, et puis on continue, c'est très incrémental. Mais en même temps, on ne prend pas assez le temps de se mettre sur le côté et de se dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a bricolé en matière de coopération territoriale, comment ça s'est fait, avec qui, pourquoi on s'est planté, pourquoi ça a marché, etc. Et c'est là où effectivement le partenariat avec la recherche est très utile. Et puis aussi évidemment pour labourer ensemble de nouvelles questions, de nouvelles problématiques, pour générer des narratifs. Voilà. Donc le partenariat universitaire, le partenariat recherche, déjà de toute façon avec la métropole de Grenoble, il est assez naturel, il est un peu intrinsèque, il fait partie des piliers du territoire, comme on le dit, comme on le sait. Et puis il y a la volonté forte de l'institution métropolitaine évidemment de poursuivre ces partenariats. Et notamment sur les enjeux de transition et notamment sur les domaines sur lesquels mon service est particulièrement investi, c'est-à-dire agriculture, forêt, biodiversité, tous ces communs environnementaux. Donc on se rend compte à quel point on va en être particulièrement dépendant pour vivre le moins mal possible, à plus 3, plus 4. Parce que notre problème de fond, c'est ça, c'est comment réussir à concilier un habité métropolitain et périmétropolitain, parce que habiter la métropole, ça ne se limite pas à 49 communes. Enfin, on le sait tous, voilà, on a franchi allègrement les frontières, les limites de manière physique ou intellectuelle ou immatérielle, etc. Donc l'intérêt, il est vraiment de ça, c'est comment est-ce qu'on assure à la population des conditions d'habiter supportables, très rapidement. Alors, j'ai une question pour vous, pour rebondir là-dessus, Laurence et Daphné, que j'ai hésité à poser, mais en même temps, c'était une des premières, je crois, qui m'est venue, donc je me suis dit, allez, il faut la poser. Je me suis demandé si le fait d'avoir ce partenariat, d'être attaché ou de collaborer avec une structure, parfois ça peut vous empêcher de quelque chose, que ce soit en termes d'une pseudo-objectivité ou est-ce qu'il y a une obligation de résultat, et est-ce que c'est une question en tout cas que j'ai l'impression qu'on peut se poser. Est-ce que ça vous apporte quelque chose, ou parfois aussi ça a été un petit duel cornélien de se dire bon, je creuse cette thématique-là dans ma recherche, mais c'est pas évident par rapport à mon partenaire. Je réponds. Alors si vous voulez, pour être plus à l'aise, je fais le comparatif parce que moi je viens donc du monde du journalisme
Et Ouais. on nous demande souvent d'être objectif, il y a même un mythe de l'objectivité, Oui. et qui en fait n'existe pas. On peut reprocher à certains journalistes d'être militants, etc. Et en fait, on peut retrouver les mêmes dynamiques quand on est dans un partenariat de recherche, c'est-à-dire, comme vous êtes attaché à une structure, voilà, comment ça se passe? Bon, déjà, moi, par rapport au partenariat thèse, donc c'est un morceau de partenariat avec la métropole. Il y a un multi-partenariat en fait, sur la thèse, puisque l'UGA a participé, l'école d'architecture aussi, puisque je suis hébergée à l'école d'architecture. Et en fait, ce qui est important de dire, c'est que ça n'empêche pas déjà, hein, premièrement, ça n'empêche pas, mais par contre, c'est vrai que ça oblige. Et ça oblige en fait à une posture en fait, de chercheur. Alors bon, après, maturité ou pas maturité, mais je veux dire, déjà, il y a l'obligation de résultat en fait, sur la fin de la thèse, mais pas que, et en situation intermédiaire. Mais ça oblige aussi à travailler de concert avec les partenaires. Donc, en l'occurrence, là, sur la fabrication du sujet de thèse, l'embauche, la fabrication du contrat, les échanges, les apports de matériaux, la mise à disposition en fait, du réseau et des connaissances en fait, d'Alexandre. La thèse, elle s'est construite du début jusqu'à pas tout à fait la fin, puisque du coup je suis sur la fin là, mais avec la métropole. Après, je dirais il faut aussi prendre du recul. Je ne dis pas qu'on est objectif. On n'est pas complètement objectif, puisqu'en fait, on apporte une analyse et on apporte des points d'éclairage et aussi nécessairement des résultats qui vont permettre en fait, d'améliorer notamment le sujet qui est celui de ma thèse, les coopérations entre les montagnes et les métropoles. Donc, il faut aussi, à un moment donné, dire les choses, dire là où ça pêche, dire là où on peut mieux intégrer l'action collective dans l'action publique, là où l'action collective apporte des choses aussi aux habitants et à l'action collective. Voilà, il ne faut pas... la recherche, elle est là aussi pour ça, pour éclairer. Daphine, vous voulez réagir aussi? Oui, absolument, tout à fait, tout ce que tu viens de dire. D'autant, je trouve, quand l'objet de la structure est politique. Alors, juste à présenter tous migrants comme dans l'accueil des personnes, en fait, tous migrants n'est pas vraiment orienté sur l'accueil des personnes existantes, c'est plutôt le refuge solidaire, mais vraiment dans la dénonciation des pratiques policières, des violences policières, donc vraiment dans une posture plutôt très politique de plaidoyer. Est-ce qu'il la place peut-être aussi encore plus dans un point de vue militant? D'autant plus, en tant que chercheur, quand on arrive dans ce genre de structure, la question se pose encore plus, je pense. Toutefois, je pense que la question de posture située, en fait, comme tu viens de dire, doit se poser de toute façon au travail de recherche, donc en fait là, d'autant plus, ce qui est assez intéressant. Et à contrario, pour la structure, en l'occurrence l'association, même si le travail d'objectivation des données va aussi aider l'association à gagner, je pense, aussi en profondeur et en portée en crédibilité, tout à fait. Parce que souvent, voilà, on peut répondre, mais vous êtes orienté, en fait, effectivement, donc c'est pas objectif du tout. Et là, je pense que la recherche peut apporter des outils et méthodologies qui objectivent ces données pour dire, en fait, il y a une réalité, une approche plus. Et en même temps, il faut peut-être aussi casser la figure du chercheur ou de la chercheuse qui serait une figure, je me trouve dans Christina, une figure surplombante, complètement donc déconnectée d'une actualité ou d'une politique. Est-ce que le monde de la recherche surplombe le reste de la société? Il fallait qu'elle arrive cette question. Je pense que ça fait très longtemps maintenant qu'on n'est plus dans cette posture-là, et heureusement et bienvenue, parce que comme le journaliste, quand tu dis on nous dit d'être objectif, nous aussi on nous dit, mais en réalité on a des valeurs, en réalité on a des objectifs, en réalité on a... Moi c'est clairement, moi je veux dire, je ne ferais pas de la recherche si mon but n'était pas celui d'essayer de ensemble, ceux qui font, ceux qui réfléchissent, et ensemble, on a arrivé à un monde plus juste, quoi. Et ça, je pense que c'est comment dire, c'est l'objectif et si on part de là, non, on ne pourra pas être complètement, par exemple, froid et devant les injustices. Moi, je ne pourrais jamais le faire, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apporter, et c'est un peu le plus du travail
je le montre parce qu'il est juste devant, mais le travail qu'on a fait en partenariat avec Tous Migrants sur la question de se dire pourquoi est morte Blessing Matthew en traversant les frontières, en traversant la frontière entre l'Italie et la France en mai 2018. Et ben en fait tout le travail des chercheurs et chercheuses qui étaient impliqués dans la réponse à cette question, c'était notamment de faire comprendre que ce n'est pas un cas isolé, que ce n'était pas un accident, qu'elle n'était pas morte par hasard là, mais c'est le fruit de politiques migratoires, de politiques frontalières, d'un régime frontalier comme on peut l'appeler, et que ce régime frontalier-là, pour pouvoir l'analyser, eh ben, il faut du recul, il faut ne pas être toujours dans cette course incrémentale à faire, mais qu'il y a un moment dans lequel, hop, il faut s'arrêter, il faut se dire, ben, comment est-ce que je mesure ces conséquences des politiques qu'on met en place. Et ça vaut pour les questions migratoires, mais ça vaut pour le reste aussi. Hein. Et ce travail-là, je pense que c'est vraiment le travail qui aide à crédibiliser probablement aussi les associations. Moi, par exemple, je vois mon travail aux côtés de Tous Migrants, mais d'autres collectifs qui ne sont pas d'associations, un collectif militant, de se dire, moi, je peux vous donner, si je peux vous donner quelque chose, c'est par exemple une carte des morts à la frontière alpine, dans la frontière alpine, de personnes exilées qui sont décédées en tentant de traverser la frontière. Ce qui veut dire que Tous Migrants ne parlera pas de 4 personnes, 5 ou 6, alors maintenant je ne sais même plus combien ils sont, qui sont morts en traversant la frontière entre la vallée de Suse et les Hautes-Alpes, mais je peux vous dire qu'il y en a eu 150 qui ont essayé de traverser ce système alpin. Et 150, ce n'est pas 3. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une violence systémique, on peut l'appeler, et que ça permet d'éclairer le cas particulier sur lequel on a travaillé côte à côte avec, et là je les cite quand même, donc 12 migrants, Sarah Bacheny et moi-même pour Pacte, et l'association Border Forensics qui a son siège à Genève. Alors, est-ce que cette forme d'engagement, c'est par exemple, quand on est une métropole, quelque chose qu'on va aller rechercher dans un partenariat comme celui-ci, c'est-à-dire rechercher une participation à l'action publique de la part du chercheur avec lequel on va lier un partenariat, de la chercheuse? Est-ce que l'action publique a besoin de cet engagement pour le demander autrement? On a besoin de connaissances scientifiques, d'apports méthodologiques, etc. Ensuite, que le chercheur, les chercheurs ou les organismes de recherche avec lesquels on travaille souhaitent s'engager avec l'acteur public dans la mise en œuvre, parce que je pars du principe que d'une certaine manière, il participe à la conception de l'action publique, mais à sa mise en œuvre. À vrai dire, pourquoi pas, on peut peut-être également le prévoir dans le cahier des charges pour définir ensemble. Mais c'est pour ça que ça va revenir sur les échanges précédents, et puisqu'on parlait d'objectivité. La question, en fait, pour moi, en tant que représentant d'une collectivité qui noue divers partenariats avec des organismes de recherche, c'est pas tant d'être objectif, c'est d'être honnête. C'est-à-dire que je ne monte pas les mêmes partenariats de recherche, ils sont chaque fois différents. Une recherche doctorale n'a rien à voir avec un travail très appliqué que je vais faire avec des collègues et colloques de l'INRAE. Par exemple, pour savoir quelle est l'incidence de la sécheresse 2022 sur la forêt des Vouillans, sur les piémonts du Vercors. Là, on construit un cahier des charges ensemble, c'est très clair, c'est très simple. On dit, voilà, nous, on a ce problème-là, on serre les miches très sérieusement parce que le risque incendie sur la métropole, il monte en flèche. On a absolument besoin de savoir comment ça se passe pour adapter les peuplements, pour le risque auprès de la population, etc. Voilà. Donc on nous dit qu'est-ce qu'on est capable de faire, enfin on va faire ci, on fait ça, on s'attend à avoir telle donnée, on va utiliser du LIDAR ou quoi aux caisses. Voilà. Là, c'est pas du tout la même chose, on est sur un travail quelque part assez expérimental, exploratoire, et là, je dois avoir l'honnêteté d'accepter de me faire bousculer, et d'accepter de voir Laurence me dire, bah, moi j'ai envie d'aller là,
Après, si politiquement c'est un peu touchy qu'elle participe à certaines réunions, etc., alors c'est à moi de lui dire non, ne viens pas. Aussi bien pour la protéger elle que pour protéger la recherche qu'on mène ensemble. Mais à vrai dire, sur ce type de recherche, il faut que le partenaire public, et là je pense que, je ne parle pas là que pour la métropole, mais il faut que le partenaire public ait l'honnêteté de dire, quand je noue un partenariat avec la recherche pour créer des questions ou pour créer de la connaissance véritablement nouvelle sur des sujets qui m'échappent, faut accepter de se faire bousculer. Et si on n'accepte pas de se faire bousculer, ben on ne le fait pas. Ou alors on bosse avec un bureau d'études à qui on ficelle bien le cahier des charges de façon à être sûr que ça ne débordera pas à la fin. Donc il faut jouer le jeu. Et c'est vrai que le fait d'avoir dans la métropole quand même le souhait manifeste de la part de la direction générale, clairement de dire aussi l'acteur public, en l'occurrence la métropole, est aussi un lieu où les docteurs peuvent y faire leur vie. Pas forcément toute leur vie, mais enfin une partie. Ça favorise aussi cette compréhension-là et ce trait d'union. Voilà, parce que il est nécessaire, et une fois de plus, c'est pas tant une question d'objectivité qu'une question d'honnêteté dans la manière dont on sollicite la recherche pour l'action publique. D'oser voir aussi ce que parfois on n'avait pas voulu voir jusqu'à présent, ou ce que la recherche de Laurence pourrait mettre en lumière. Est-ce que ça veut dire, Laurence, que les recherches que vous effectuez aujourd'hui, si elles n'existaient pas, si le jour où cette thèse va être terminée, quand votre travail va vraiment sortir, il y a un vrai apport qui n'aurait pas été possible. Vous avez le sentiment vraiment d'apporter quelque chose dans cette notion de transition qui n'aurait pas pu avoir lieu sans le travail de recherche que vous effectuez. Allez, une question. Oui, voilà, j'allais dire, il faut vraiment. Si, bien sûr. Non, mais alors. Non, en fait, je pense que c'est un éclairage supplémentaire, complémentaire de tout ce qui aura été fait jusqu'à présent. Et sur le sujet des coopérations, à vrai dire, pour revenir à une posture un peu de chercheur, entre guillemets, solitaire, quoi, en gros, hein, on s'appuie quand même sur des travaux qui existent, qui trouvent un prolongement en fait dans ce qu'on est en train de faire. Donc, tout à l'heure, Kirsten disait il y a les thèses, il y a les travaux de recherche par exemple, qui se font avec commanditaires et d'autres après qui vont se faire de manière plus collective. Justement, je voulais revenir un peu sur ce point-là. Et Alexandre a raison, on ne travaille pas de la même manière seul sur la thèse, même si on essaie de sortir un peu des schémas passéistes en fait, du travail de chercheur. C'est quand même un travail de chercheur solitaire, le travail de thésard, différent en fait d'un travail de recherche qu'on va faire dans un collectif où j'en avais quelques-uns en fait comme ça à citer, du type la 27e région ou sur les politiques publiques, puisque du coup on parle des politiques publiques, mais la 27e région ou la fabrique des transitions, puisqu'on parle des transitions, ou la FONA, ou les recherches latouriennes, enfin voilà, pour en citer quelques-unes. On ne va pas avoir la même posture en fait. Hein. Et alors après, est-ce que ma thèse va être la thèse du siècle pour la métropole? Ça, je pense que je vais apporter. Je pense que ce qui est intéressant en fait dans cette thèse, c'est que justement pour être dans l'ABEX-ITEM en fait depuis le début assez impliqué et imprégné des questions autour de la montagne. J'ai vu pas mal de choses sortir en fait sur les transitions, sur les initiatives intéressantes en montagne. Et là, peut-être que justement, on va pouvoir faire une espèce d'une sorte de mixte des initiatives montagne-métropole, par exemple. Et ça serait un peu novateur. Et ça montrerait que en fait, les initiatives, elles sont pas. Y a pas on n'a pas un calque des initiatives en montagne et un calque des initiatives en métropole. Voilà. Et du coup, ça rejoint la question de la transversalité et de l'horizontalité dans l'approche du sujet.
Et justement, donc, on est d'accord, je crois que c'est vous, Alexandre, qui disiez tout à l'heure, c'est un temps long, il faut accepter que les résultats ou les données mettent du temps à arriver. Est-ce que ça, c'est difficile quand on travaille avec une association? Est-ce que ça peut être difficile pour l'association d'accepter ce temps long ou frustrant pour vous, peut-être? Alors, mais c'est vrai que la recherche, en tout cas la recherche de thèse au sein de l'association collective et tout, c'est vrai que le travail en réseau, en fait, avec beaucoup d'autres associations collectives, moi c'est quelque chose que je vis beaucoup. Et du coup, un accès aux données est quand même très vaste, très large. En tout cas, moi, je pense que ça peut être différent pour toutes les thèses de chiffres. Mais moi, qui m'a permis justement d'être vraiment à l'intérieur en fait, de ce système, d'écosystème associatif en fait, dans Briançonnet. Je ne pense pas qu'en faisant partie, étant pas salarié de l'association, j'aurais pu accéder aussi finement à toutes ces données-là. Donc ça, je pense que c'est vraiment une chose très positive. Après, bien sûr, c'est quand on rigole un peu, je pense qu'il y a parfois une certaine forme de réticence aussi à tout dévoiler peut-être, parce que c'est aussi des terrains assez sensibles, en tout cas. Tout dévoiler à un public ou à votre partenaire? Ou les deux peut-être? Je pensais plutôt aux partenaires, mais en fait par extension aussi du coup au public, parce que en fait, les résultats de la thèse, c'est quand même après de ne pas rester juste dans un entre-soi aussi. C'est un peu ce qu'on cherche aussi. Et peut-être pour défaire un petit peu les idées reçues. Parce que ils sont en attente de résultats et puis le temps long pour les institutions peut-être. Et ben là, par exemple, pour la relation qu'on a, c'est plutôt l'inverse qui parfois peut aussi arriver. Ça veut dire que parfois, ça peut aussi être l'association, le monde associatif, un monde aujourd'hui qui connaît des difficultés, qui connaît des problèmes budgétaires, structurels, où c'est de plus en plus difficile de travailler. Et parfois, c'est peut-être même, et presque de manière renversée, les personnes qui sont en train de faire, qui se mettent à disposition, ou en tout cas à disposition du monde associatif pour produire des résultats, qui ont envie d'aller plus vite ou qui ont la possibilité d'aller plus vite que ce que les associations pensent. Donc juste là, c'est peut-être particulier, mais juste pour dire que il n'y a pas une manière de voir l'institution, il n'y a pas une manière de voir la recherche, c'est quand même, ça peut aussi ne pas être exactement comme on le pense. Ce temps long, pour vous, par exemple, dans cette relation de partenariat, il est difficile à appréhender ou vous parliez tout à l'heure de confiance, d'honnêteté, peut-être que c'était, vous étiez mis d'accord dès le début là-dessus, c'est un peu difficile. Alexandre, tu sais combien tu as non? Déjà, non mais voilà, on sait que ça peut être long et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Sur une recherche doctorale, on sait qu'on part au moins pour 3 ans. Et souvent un peu plus. Voilà. Donc ça, il faut le faire comprendre dès le départ. Et il n'y a pas que moi c'est pas moi qui délibère et qui signe les conventions et tout ça. Hein. Donc après, charge à moi ainsi qu'aux autres collègues qui peuvent nouer ce genre de partenariat de le faire comprendre à notre chaîne hiérarchique et à nos élus si ça suppose une validation politique spécifique. Donc ça, il y a la façon de l'expliquer. Comme je disais, c'est pas voilà, il y a différentes gammes de recherche. Celle-là sont spécifiques, il y a une temporalité spécifique, une application spécifique, des natures de travail, des méthodes spécifiques, etc. Et ceci étant, si ça peut paraître quand même des fois long, surtout si ça s'éternise, et ça s'organise. C'est-à-dire que, comme n'importe quelle recherche doctorale, on fait des sortes de comités de travail, on échange, on fait des points, on essaie de faire, je sais pas moi, des ateliers, des séminaires, ou d'y participer réciproquement, de façon à séquencer le travail et de garder le lien entre la recherche et le partenaire, et là, en l'occurrence la métropole. Ceci étant, c'est vrai que, comme on se disait l'autre jour, là, le travail de Laurence sur ses relations métropole et montagne, moi ce que je trouve intéressant, c'est à quel point il met en évidence le fait que ces relations entre métropole et montagne, toute la complexité qu'on peut imaginer derrière finalement, et en gardant ces catégories
comme référentiel de recherche, elle manque de traits d'union, ou que des fois dans le trait d'union il y a plus de blanc que de traits, quoi. Et de diverses natures, hein, qui relèvent des cadres de l'action publique, qui relèvent des leviers financiers pour faciliter les coopérations, qui relèvent de registres beaucoup plus, de l'ordre des représentations, de l'interconnaissance, des choses beaucoup plus sensibles. Moi je trouve intéressant le travail de médecin en avant, c'est souvent plus intéressant de regarder les creux que les pleins, quoi, hein. Et en fait, on se disait, on a un peu subi la même chose. Bien que je connaisse, ça date un peu la recherche, qu'on a appris le temps de se connaître, etc., on a aussi subi nos postures respectives, nos calendriers respectifs, nos façons de faire respectives, etc. Donc, et ça, moi, je trouve que la meilleure façon de le battre en brèche, c'est d'être particulièrement rigoureux sur les rencontres, sur les échanges, même pour rien se dire, même pour se dire, allez, j'y arrive pas, là, j'ai pas avancé et tout, mais pourquoi t'as pas avancé? Et à ce moment-là, non, maintenant il faut qu'on retravaille le truc, ou alors, il y a des choses qui sont très fines, qui relèvent de la coopération entre la métropole, par exemple une intercommunalité de montagne, périmétropolitaine, qui ne transparaîtra pas ni dans un registre de délibération, ni dans un dispositif structurant politique publique tel que ceux que Laurence a regardé, mais qui sont particulièrement structurants. Il y en a un excessivement d'actualité en ce moment, qui a un objet tiers et où on est d'ailleurs. Ce soir, il y a l'Assemblée Générale extraordinaire d'Espace Bretonne. Aujourd'hui, Espace Bretonne, politiquement, à l'échelle d'une logique de coopération interterritoriale et entre PCI, c'est un objet particulièrement sensible. Il y a beaucoup de choses qui se jouent et il y a beaucoup d'élus qui discutent. Et j'ai reçu 3 SMS rien que là tout à l'heure pour dire c'est quoi la posture, c'est quoi si c'est ça. Voilà. Donc il y a voilà. Et ça, c'est quelque part des objets transactionnels, des acteurs transactionnels qui gèrent, qui provoquent du lien métropole-montagne et qui échappent aux objets que la recherche va observer. Et donc, si je reviens au sujet pour pas trop digresser, si on se force à conserver du lien régulier, étroit, dans la mesure de ce qu'on peut réciproquement se dire, hein. C'est comme tu l'as dit, hein. Moi, il y a des trucs que je ne peux pas dire. Je ne suis pas soumis au secret professionnel comme les docteurs, mais il y a des trucs que je n'ai pas le droit de dire. C'est comme ça. Si c'est trop sensible pour mes élus ou n'importe quoi, et si, une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, ça peut mettre en péril la recherche, je ne le dirai pas. C'est rare, mais en tout cas, si on n'arrive pas à échanger ces trucs-là, grâce à des temps de travail, à des partenariats étroits, et une fois de plus honnêtes, c'est clair que la recherche va manquer des trucs. Et ensuite, dans ce que tu vas pouvoir donner, on va dire, quand on va le présenter, quand on va le délivrer à l'institution, et donc pas qu'à moi, on va dire, c'est n'importe quoi, ils ont oublié ci, ils ont oublié ça, c'est plus compliqué. Et c'est là où, vraiment, c'est là où le partenariat entre recherche et partenaires, et en l'occurrence acteurs publics, je trouve, se joue notamment sur le territoire où on est, parce qu'on a une habitude, on se connaît, et tout ça. Mais il y a des choses beaucoup plus fines qui tiennent vraiment d'une discipline, d'une rigueur d'échange, et c'est celle-là qui est la plus compliquée à mettre en place. Alors, on arrive déjà à la fin de cet échange. Si vous avez des remarques, des questions, vous avez envie de prolonger cette discussion, n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous avez aussi des choses à ajouter, peut-être pour rebondir sur cette dernière prise de parole d'Alexandre, n'hésitez pas non plus. Je ne sais pas si vous avez des réactions parmi vous, que ce soit sur l'aspect politique de la recherche, que ce soit sur concrètement comment ça se passe en relation de partenariat. Voilà, ça peut être assez varié. Je ne vois pas de main qui se lève. Ouais, 3 questions, c'est ça? Ouais, moi j'en ai une sur la temporalité en fait. On a parlé un petit peu de cette temporalité qui selon certains partenariats, certains partenaires et certains chercheurs du coup peuvent être différents. À savoir que du coup la recherche va avoir besoin de plus de temps dans l'analyse, dans la récolte,
dans les différents apports et supports et méthodologies que cela entraîne. Et quelquefois, les mises en œuvre du projet, que ce soit dans n'importe quel domaine, peuvent avoir une temporalité différente d'exécution. Et c'est un petit peu pour toi, Daphné, cette question, dans le sens où est-ce que tu n'as pas l'impression, quelquefois, dans le cadre de ta recherche, que la mise en œuvre des actions de l'association vont presque un peu trop vite par rapport à toi, l'analyse que tu en fais, et du coup de tout ce que ça suppose de ta recherche? Dans mon cas, pas forcément, sachant que tout simplement c'est une petite asso. Et ce qui aurait pu peut-être me desservir au départ, finalement me sert pas mal, c'est qu'on n'avait pas vraiment défini de projet précis en fait. J'ai au fur et à mesure construit un peu mon objet de recherche. Et donc en fait pour l'instant pour l'association, enfin, comment dire, les objectifs de l'association rencontrent tout à fait mes propres questionnements de thèse. Et en fait, j'ai une certaine autonomie pour mener à bien cela. Et il n'y a pas encore eu de demande de la part de l'association de résultats ou de choses. Donc, je ne sais pas si je serais tout à fait. Oui, là vous êtes dans une même temporalité. Quelquefois, je pense, on peut observer des temporalités différentes et voir que des fois, l'un et l'autre, l'une et l'autre des parties ne se répondent pas forcément comme elles pourraient de façon efficiente. Mais là, ça peut l'air d'être. J'ai apparemment cette chance. Après, il y avait vous. Ouais, moi, c'était juste une remarque sur les projets cibles qu'on a assimilés et qui n'a pas trop été dit ici. C'est que c'est vrai qu'on reproche souvent, en fait, enfin, moi je suis chercheur, aux associations, aux collectivités, aux entreprises, en fait, d'utiliser le doctorant à ses fins, c'est-à-dire parfois c'est une belle plume pour dire comment l'activité de l'entité marche bien et qu'on laisse peu de place, en fait, de temps au doctorant pour déployer lui-même sa méthodologie, d'aller voir voir où il a envie d'aller. Donc, enfin, c'était un petit apport. Et je me dis, on pourrait aussi faire ce lien avec les projets de l'interdisciplinarité. Comme on a dit, c'est un thème qui est à la mode. Dans le CNRS, c'est une injonction en fait du haut de, par exemple, pour les sciences de l'environnement, d'avoir un petit vernis sciences sociales, parce que voilà, quand on parle de pollution de l'environnement, il y a des sociétés, donc il faut dire qu'on s'occupe d'elles. Mais parfois, en fait, on voit en fait, et du côté des sciences sociales, il y a parfois un petit mépris sur les sciences de l'environnement où voilà, on pourrait les enquêter, mais c'est pas à elles de venir vers nous. Et du côté des sciences de l'environnement, il y a aussi, aussi une instrumentalisation. Et à la fin, en fait, on voit qu'on partage. Je suis désolée dans le vif du sujet, mais des fois, on voit que dans ces projets-là, on ne discute pas vraiment des méthodes, des épistémologies ou des choses vraiment intéressantes. Enfin, où chacun de nous serait dépassé dans nos petites disciplines, nos petites chapelles. Et qu'il y a, voilà, dans ce chapeau-là de l'interdisciplinarité, c'est à la mode et c'est bien. Il y a quand même, enfin voilà, il y a des soucis de ce que est le projet ou est le partenaire CIFRE imagine de ce que serait une bonne recherche. Donc il y a différentes manières de voir ce qu'est une bonne recherche. Donc peut-être pour les doctorantes d'ici, sans être impertinente, mais de se dire, bah voilà, moi je m'imaginais faire ci, faire ça, et puis celui qui a signé le contrat CIFRE ou autre chose avec moi, il s'imaginait autre chose, et bon, comment ça a été dépassé ou pas. Alors, moi sur la thèse CIFRE, je vais le dire rapidement, en fait, je suis pas dans ce cas de figure-là. Donc, je n'ai pas été confrontée à ça, mais peut-être qu'il faut trouver justement un équilibre entre la thèse CIFRE et la thèse qui va être dans un bureau qu'on appelle laboratoire, et parfois manquant de réunion justement avec le partenaire. Je pense que l'idée, ce serait de trouver un équilibre. Mais à mon avis, pour avoir côtoyé des doctorants en thèse CIFRE, ils sont quand même... ils sont en immersion en fait dans la structure, mais en même temps, ils sont quand même libres de travailler avec leur directeur de recherche sur la méthodo, les aspects épistémologiques, tous ces aspects-là. Après, le problème, c'est l'équilibre dans ce qu'on va leur demander de faire en fait dans la structure, le temps qu'ils vont passer en fait professionnellement en fait dans la structure.
dans le cadre du CIFRE. Si ça mange trop de temps sur la thèse, c'est un problème. Inversement, tout ce que j'ai vu en fait jusqu'ici, pour l'instant, me semblait, enfin en tout cas dans ceux que j'avais croisés, assez équilibré. Mais en effet, ça peut, dans les sciences de l'environnement, je sais pas, au CEA ou ailleurs, peut-être poser problème, j'en sais rien. Voilà. Il y avait une toute dernière question. Moi, j'ai une dernière question, on n'a plus beaucoup de temps. Ouais, rapidement, je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'articulation entre la structure et l'objet même de la recherche. J'ai beaucoup de collègues doctorants dont leur objet de recherche est la structure dans laquelle ils réalisent leur recherche. Ce qui est un peu différent, ce qui n'est pas forcément mon cas. Moi, je suis salariée de souvenir, mais je ne travaille pas, par exemple, sur le secteur associatif du bilan environnemental. Je travaille sur la frontière, sur les dispositifs policiers. Je pense que déjà, ça évacue peut-être une partie des biais un petit peu délicats qu'il pourrait y avoir à étudier dans le. On avait une dernière question, je crois. Moi, je vais un peu sortir du sujet du coup des migrations, je vais profiter du coup de la présence d'Alexandre. Moi aussi, je travaille pour une collectivité du coup dans la vallée du Mail, et j'ai envie un peu de questionner justement, on va dire la pénétrabilité de l'action publique par les sciences, on va dire par la recherche, et un peu de l'extérieur, j'ai quand même l'impression que c'est quand même vachement lié donc aux élus. D'où je suis, j'ai l'impression que du coup à la métropole de Grenoble, globalement, on a quand même une vision qui est plutôt progressiste par rapport à la moyenne. Et donc la question c'est de savoir, est-ce que donc c'est les élus qui sont à l'origine du partenariat, est-ce que c'est plutôt le laboratoire qui est venu taper à la porte de la métropole pour dire on peut travailler là-dessus, est-ce que ça s'est fait assez naturellement ou pas? Parce que du coup dans mon cas, au cas de la collectivité où je travaille, dans une communauté de communes, on a réussi par miracle avec un collègue à réussir à avoir quelques chercheurs, donc sociologues et géographes qui ont travaillé donc, sur la mobilité dans les zones de montagne. Les élus ont accepté, on ne sait pas par quel miracle. Par contre, derrière, il n'y a aucun suivi, aucun intérêt de leur part, ils ne viennent pas aux réunions, bref. Et pour le coup, donc, c'est les élus qui sont plutôt, on va dire, réactionnaires, c'est comme ça, conservateurs. Hein, et en fait, je me questionne de me dire, en fait, comment on peut réussir à on va dire, à faire entrer la recherche dans ce petit microcosme un petit peu là, des petites montagnes ou autres. Sachant que côté donc, agent de la collectivité, on essaie de limiter à mort pour que ça rentre dedans. Mais une fois que c'est dedans, tout n'est pas gagné. Et donc savoir si vous, côté justement recherche, vous essayez aussi un peu de trouver des astuces pour réussir à rentrer dans les secteurs qui ne sont pas forcément propices et pas prêts à vous accueillir, en tout cas pas prêts à être bousculés, comme tu disais Alexandre. Ouais. Ils n'ont pas envie en fait. 2 minutes. Ouais, non, mais minute, je ne vais pas détailler. Mais alors déjà, des élus réels, il y en a partout. Mais ce n'est pas le plus important. En fait, alors c'est vrai, sur le bassin grenoblois au sens très large, comme je le disais rapidement, il y a une histoire, il y a une culture, des recherches, une proximité entre tous les acteurs, quels qu'ils soient élus, pas élus, fonctionnaires, pas fonctionnaires, etc. Il y a quand même quelque chose qui transpire le lien avec la présence de la recherche et de la science sur le territoire. Ensuite, oui, bien sûr, il y a une sensibilité des élus. Je veux dire, notre président est prof à l'université de statut premier. Et puis, divers autres élus du conseil métropolitain, l'exécutif, sont eux-mêmes enseignants, ont eu une partie de leur carrière dans la recherche, etc. Donc, ça, c'est indéniable. Ensuite, ça peut aussi venir évidemment des équipes techniques. On a notamment un service climat qui fait force recours évidemment à l'analyse et l'expertise scientifique et de plus en plus d'autres services. Et puis après, il y a l'initiative recherche elle-même qui, comme disait Kirsten tout à l'heure, vient nous voir en disant nous, on a besoin de se confronter à du territoire, à l'action publique. Voilà. Donc c'est un mélange de quand même pas mal de choses qui fait que sur le creuset au sens large, ça fermente plutôt pas mal. Ensuite, moi j'ai pas de réponse malheureusement magique, mais je dirais simplement que il faut, ça va paraître très neuneux, hein, mais tant qu'ils se rencontrent pas, ils auront toujours l'impression que les chercheurs ils se font plaisir avec l'argent public et que la plupart du temps, soit ils vont sous excuse de la science faire du tourisme en montagne, sinon se la couler douce dans une bibliothèque. Donc j'use volontairement de grosses caricatures, mais effectivement ces représentations-là, on les connaît sur ça.
certains élus. Et à partir du moment où ils discuteront pas ensemble, ou ne seront pas sur le terrain ensemble, je ne vois pas mal comment ça peut marcher. Et après, il y a des et ça on le voit, tout ce qui relève de la sociologie des acteurs, enfin, il y a des personnalités clés. Il y a une personne qui va pouvoir débloquer des trucs. Après, à voir, toi, de ton côté, quel est les élus qui pourront faire une fois de plus ce trait d'union et puis emporter l'adhésion peut-être plus largement des élus du territoire. Merci. On va pouvoir conclure cette première table ronde. J'espère que si d'autres avaient encore des questions, vous aurez le loisir de discuter avec les uns, les unes et les autres un peu plus tard. Merci. Merci à vous. Merci.